Et ça va laisser le temps aux molécules de sortir du sang et de revenir à des pressions partielles normales. Donc le Taravana, ça va être des vertiges qui régressent rapidement pour des formes mineures et des troubles neurologiques. C'est dans les formes les plus graves. Donc en gros, si vous avez des vertiges, c'est une forme mineure, mais bon, c'est que 20% des cas. Si vous avez des troubles sensitifs, neurologiques, ça c'est les formes les plus graves et c'est ce qui arrive dans 80% des cas. Donc 8 fois sur 10, c'est des troubles neurologiques et 2 fois sur 10, c'est des vertiges qui sont des troubles mineurs. Donc c'est quelque chose où il faut faire très attention. D'où l'utilisation des ordinateurs d'apnée. Les ordinateurs d'apnée, ils vont vous mettre un temps et un temps d'immersion et une profondeur d'immersion, et vous allez avoir votre temps de récupération en surface aussi. Et on a certains ordinateurs où ils ont un petit algorithme à l'intérieur qui calcule le risque de Taravana. Moi sur la mienne, il n'y a pas l'algorithme, mais grosso modo, je regarde mon temps d'immersion et je multiplie par 3 pour être en sécurité. Et sinon, vous avez les ordinateurs qui ont l'algorithme, eux ils se calculent directement et vous savez que tant qu'ils ne vous autorisent pas à plonger, vous n'y retournez pas. Sinon, vous allez arriver sur un profil de plongée dangereuse. Donc, pour éviter cet accident, il suffit de respecter un temps de récupération, comme on vient de dire. Il est important de signaler qu'il ne faut jamais plonger en apnée à la suite de plongée bouteille au cours de la même journée. Parce que là, c'est pareil, même si vous êtes dans les tables au niveau de la plongée en bouteille, le corps n'aura peut-être pas forcément eu le temps d'éliminer tout ça. Toutes les petites bulles qui sont encore cachées dans l'organisme. Et il peut se passer que, vu qu'en apnée, on va avoir tendance à enchaîner les descentes, on peut arriver rapidement à un profil d'accident. Est-ce qu'il y a des questions sur cet accident-là? Non, c'est clair. Donc les accidents biochimiques. On a la syncope hypoxique. À quoi ça te fait penser, hypoxique? On parle d'exercices d'hypoxie qu'on fait. L'hypoxie, alors c'est le fait de ne pas avoir d'oxygène dans le corps. Ce qui va se passer, c'est que ça va créer une anatomie musculaire et une perte de connaissance. C'est quand notre cerveau a consommé, notre corps a consommé tout l'oxygène qu'il y avait présent dans l'organisme. Et à partir d'un certain seuil, le corps va se protéger et il va tout éteindre, donc il va partir en syncope. Le risque à ce moment-là, c'est la noyade. Parce qu'il va partir en syncope pour protéger les organes nobles, le cerveau, le cœur et les poumons. Et par contre, il va continuer à consommer l'oxygène jusqu'au moment où il va déterminer qu'il peut respirer. Et la première chose qu'il va faire, c'est déclencher des spasmes pour aspirer de l'air. Mais si on est sous l'eau, on va aspirer de l'eau. Donc c'est avec la noyade. C'est pour ça qu'il ne faut jamais plonger tout seul. Voilà, donc ça c'est pour expliquer comment se passe une apnée normale. Donc le trait bleu, c'est notre quantité d'oxygène dans nos poumons. La courbe rouge, c'est la quantité de CO2 dans nos poumons. La ligne jaune, c'est notre seuil hypoxique, donc qui va nous emmener à la syncope. Et la ligne verte, c'est le seuil de rupture.
Donc, ce qui vous donne envie de respirer, c'est la quantité de monoxyde de carbone la quantité de dioxyde de carbone dans le corps. Et c'est pas la quantité d'oxygène. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver à la quantité, donc on va arriver au seuil de rupture de l'apnée, donc avec la quantité de dioxyde de carbone qui va arriver au seuil de rupture, on va sortir la tête de l'eau et on va respirer. Si on fait une ventilation normale, donc on repart en apnée, de la même façon, on va consommer tout l'oxygène qu'on a, mais on ne va pas aller jusqu'au seuil de rupture. Ce qui va se passer, c'est que vu que notre seuil de rupture n'est pas atteint, ou alors on lutte contre notre envie de respirer, ce qui peut se passer, c'est que on consomme tout l'oxygène qu'on a dans le corps. Et on atteint notre seuil hypoxique, et ce qui nous amène à une syncope. C'est ce qui se passe souvent quand on fait de l'apnée en compétition, ou quand on pousse un peu trop, c'est ce phénomène-là qui va passer. Si on fait de l'hyperventilation, on va arriver à la même conclusion, sauf que c'est pas notre taux d'oxygène qui va nous amener non si, normalement si. Si, c'est notre taux d'oxygène qui va être consommé. J'ai renversé les courbes. Donc normalement, en hyperventilant, on va emmagasiner beaucoup d'oxygène et on va faire baisser le taux de dioxyde de carbone dans le corps. Donc c'est une bonne chose. Sauf que vu qu'on a dit que c'était c'était le dioxyde de carbone qui nous allumait les alertes. Donc là je vais reprendre le tableau, parce que du coup je me suis trompé. Donc ça c'est notre O2. On va partir avec beaucoup d'oxygène et on va le manger petit à petit. Vu qu'on est hyperventilé, eh ben, ce qui va se passer, c'est que notre CO2, on va pas être proche de zéro, mais presque. On va dire qu'on va être à 20 au lieu de 30 d'habitude. Voilà, d'habitude on devrait être là, et là du coup on va partir ici. Donc lui il va augmenter petit à petit. Là, grosso modo, c'est comme si on était à 110% d'oxygène. Et au lieu de venir chercher notre seuil de rupture, on va taper directement dans le seuil hypoxique.